Pour démontrer la contribution absolue du sénateur, non seulement dans la prise de décision destinée à la vie sociopolitique, mais également en tant que tam-tam du citoyen lambda, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, a eu, dans une interview accordée le 29 septembre 2014, l'intelligence de dire « Il faut vraiment que le Sénat ait conscience que son avenir est aujourd'hui en jeu, que le Sénat est menacé de disparition s'il n'est pas capable de réaffirmer son efficacité. » Le Cameroun dispose dans son écosystème politique une ramification administrative capable, dans une collaboration appliquée, d'augmenter l'efficacité du Sénat. C'est le pouvoir traditionnel. Mais avant de présenter ce rapport consubstantiel entre les deux entités, le docteur Richard Macon relève un péché de la seconde chambre du Parlement qui, sans considération contextuelle, pourrait progressivement désagréger son efficacité. Malheureusement, nous n'avons pas fait preuve d'une véritable ingénierie, à la fois politique, institutionnelle et normative. Parce qu'à mon sens, si on avait voulu créer une véritable démarcation entre l'Assemblée nationale et le Sénat, dans cette mission de représentation des collectivités territoriales décentralisées, on aurait permis que les CTD représentent aussi le pouvoir traditionnel. C'est-à-dire que si on avait permis que les CTD, au-delà de représenter les intérêts des collectivités territoriales qui sont, quand on regarde le Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui sont des questions relatives à l'éducation, à la santé, au développement des infrastructures, à la culture, au tourisme, à l'urbanisation, à l'accès à l'énergie, ces questions qui sont en réalité des questions qui étaient avant portées par l'État central, mais donc la plupart ont été renvoyées à la compétence des élus locaux. Ces questions ne sont pas des questions nouvelles, ce sont des questions qui étaient déjà adressées avant, mais il reste que dans l'organisation de notre jeu institutionnel, malgré le fait que la coutume joue un rôle important et que le pouvoir traditionnel joue un rôle important pour nous les citoyens, il n'y a pas une véritable représentation du pouvoir traditionnel au niveau national. Et donc, le Sénat, à mon sens, devait davantage jouer ce rôle. Il devait être la véritable représentation au-delà des intérêts des territoires, représenter le pouvoir traditionnel pour permettre que la coutume, qui est une véritable source du droit, puisse être prise en compte au niveau national pour enrichir, en réalité, à la fois l'architecture normative de l'État, mais aussi par les valeurs que le pouvoir traditionnel véhicule, la prise en compte justement des idéaux, des valeurs de notre nation au niveau le plus élevé. Petite lecture anthropologique du pouvoir traditionnel. La dimension de ce pouvoir est totalitaire en raison de sa capacité à receler les besoins sociaux, économiques, culturels, religieux, techniques du peuple qui l'a construit. L'anthropologue Paul Abouna, par ailleurs, parle d'une capacité de ce pouvoir à impulser son représentant à faire mouvoir considérablement le pouvoir central. Ce qui indique que les chefs traditionnels peuvent être désignés parmi les 3 sénateurs régionaux nommés par le président de la République. Argument plutôt léger. Ce serait un argument qui n'aurait pas de poids, pour la simple raison que la nomination est un acte discrétionnaire du président de la République. Le président de la République actuelle peut avoir le souci de prendre en compte le pouvoir traditionnel en nommant comme sénateur quelques chefs traditionnels, mais cela dépend uniquement de sa volonté. Il est possible que le président qui viendra après lui, parce qu'il y en aura un, inévitablement, que celui-ci décide de nommer des anciens fonctionnaires, des anciens agents de l'État ou des anciens capitaines d'industrie, estimant ainsi que leur expérience dans les différents domaines d'extraction qui sont les leurs, leur permettent d'avoir une grande compétence pour pouvoir adresser les questions qui concernent justement le développement des territoires. Et donc, ce serait un choix, en réalité, politique et discrétionnaire. Mais il est important que pour ce type d'orientation fondamentale, qu'elle soit inscrite dans la loi. La loi est l'expression et l'émanation de la volonté générale, et la loi s'impose à tous. Et donc, si on avait inscrit, en réalité, au moment même de la détermination de ce quota,
qui revient au président de la République de nommer 30%, 30 sur 100, justement 30% des sénateurs, si on avait mis une clause dans le pouvoir discrétionnaire en précisant que le président de la République, dans les 30 sénateurs qu'il nomme, ne peut nommer que des sénateurs qui sont issus du pouvoir traditionnel, cela se serait compris. Mais il n'y a pas une telle clause constitutionnelle qui oriente le pouvoir discrétionnaire du chef d'État. C'est un pouvoir discrétionnaire total et ouvert qui, en réalité, lui permet, en fonction à la fois des enjeux politiques qui sont les siens, des dessins d'équilibre entre les différentes forces vives de la nation, de choisir dans telle localité, tel comme sénateur, peut-être parce que celui-ci n'est pas entré au gouvernement, choisir tel autre comme sénateur parce qu'il représente telle minorité. Et donc, en réalité, c'est dans le jeu de répartition et des équilibres que le président choisit qu'il veut nommer comme sénateur. Mais il aurait été intéressant si on voulait vraiment que le Sénat puisse jouer ce rôle vraiment de représentation des communautés, de représentation de la culture, de l'identité camerounaise qu'on imposa que justement dans les différentes normes, quelles soient les normes constitutionnelles ou les différentes lois qui ont suivi, comme la loi de 2016 qui fixe les conditions d'élection des sénateurs, on aurait donc prévu qu'effectivement il y ait des dispositions qui sécurisent justement la prise en compte de la spécificité ethnique, la spécificité communautaire et la spécificité traditionnelle au niveau du Sénat. Mais rendons plus digeste le commentaire en situant l'essence de chaque entité en présence. D'un côté, la personne morale appelée collectivité territoriale décentralisée et de l'autre, l'identité culturelle de nos communautés. Les collectivités territoriales décentralisées sont des émanations de l'État, sont des personnes morales de droit public autres que l'État, mais qui participent en réalité de l'organisation des institutions étatiques. Donc ça rentre toujours dans le jeu institutionnel de l'État, alors que nos communautés sont un peu, on peut dire, à part. C'est vraiment des représentations de notre culture, du pouvoir traditionnel, d'une façon de voir et de vivre le monde qui est différente de la façon qui est portée par les institutions centrales. Et donc, l'objectif d'une telle réforme, si elle advenait, serait d'assurer, dans le cadre du Sénat, la représentation du pouvoir traditionnel, du pouvoir local, de telle sorte que pour toutes les questions qui ont un impact sur la vie et le devenir des communautés, que ces questions soient aussi discutées au niveau du Sénat, pour qu'il y ait un sain équilibre entre les parlementaires qui représenteraient à ce moment-là donc une certaine vision nationale et institutionnelle des questions qui sont discutées, parce qu'une question, par exemple, comme celle de l'éducation ou comme celle de la santé, a une dimension qui est totalement institutionnelle et républicaine, et aussi une forte dimension qui est culturelle et traditionnelle. Par exemple, sur la question de la santé, vous avez la question, par exemple, des avortements, qui peut être discutée, qui peut avoir des incidences totalement différentes selon qu'on est dans le champ républicain institutionnel, où on peut autoriser l'avortement sous certaines conditions, alors que le pouvoir traditionnel prouverait que l'avortement est un sacrilège, parce qu'il y a là une atteinte, une offense à la vie. C'est de la même façon la question de l'excision, pendant qu'elle peut être totalement admise à ce moment-là par le pouvoir traditionnel, serait une question totalement erronée et discutée dans le jeu institutionnel. Donc pendant que les parlementaires, dans le cadre de la défense de la loi, qui est l'émanation de la volonté générale, reprouveraient par exemple l'excision, le pouvoir traditionnel pourra considérer dans certaines communautés que l'excision est une très bonne chose parce qu'elle permet par exemple de consacrer et d'assurer la fécondité de la femme, la fidélité de la femme et certaines considérations qui sont propres à certaines communautés. Et donc il faut cette double vision de toutes les questions d'intérêt commun qui peuvent avoir un impact sur le devenir de nos communautés. Et ce serait donc le rôle qui reviendrait au Sénat à ce moment-là, qui ne se contenterait plus de jouer généralement le même rôle que l'Assemblée nationale et pourrait donc se distinguer et signer donc de façon singulière son leadership au niveau national par la représentation de ce qui est vraiment au cœur des intérêts de nos communautés. Comparaison est peut-être raison dans ce cas. Dans un monde onirique, le Sénat avec cette approche se pose comme la chambre la plus opérationnelle.
Mais du rêve à la réalité, comment rendre cette opérationnalisation de la seconde chambre de notre Parlement? Réformer. La loi n'est pas figée dans le marbre. Si on veut véritablement que le Sénat joue un rôle décisif dans la marche de notre cité et le renforcement de notre vision de la démocratie, il faut réformer le Sénat. Le Sénat tel qu'il est organisé aujourd'hui, à la fois l'organisation fonctionnelle, mais aussi l'organisation juridique qui conditionne le jeu du Sénat, est une institution qui n'est pas véritablement démocratique. Et c'est une institution qui est condamnée à jouer un rôle d'accompagnement, un rôle véritablement subsidiaire à côté du rôle de l'Assemblée nationale. Le mode de scrutin ne permet pas qu'il y ait une véritable influence des populations dans le choix des sénateurs et le champ de compétences qui est assigné au Sénat ne lui permet pas de véritablement jouer un rôle qui puisse garantir la prise en compte des intérêts des populations locales au niveau du terrain. Ce d'autant plus qu'il y a souvent des formes de dissidence qui s'opèrent rapidement entre les élus locaux, que ce soit les conseillers municipaux et les conseillers régionaux avec la population. Rapidement, lorsque ces élus sont nommés, ils n'entrent peut-être pas en dissidence de façon formelle, mais ils entrent en contradiction avec les mandats qu'ils portent par rapport aux attentes des populations. On a souvent des maires qui, rapidement élus, deviennent des brigands qui s'accaparent les budgets des collectivités et ne jouent plus le rôle de dynamisation de l'activité des territoires. Si ce sont ces mêmes élus locaux qui sont déjà en contradiction avec les populations qui sont censés représenter, qui se retrouvent à choisir les sénateurs, on a donc là une sorte de reproduction de la délégitimité. On a une forme d'illégitimité qui se propage finalement dans une sorte d'effet de boule de neige des conseillers municipaux jusqu'aux sénateurs. Et donc, le modèle actuel ne permet pas aux populations de choisir directement leurs sénateurs. Je crois que et ça, c'est un véritable problème dans un contexte de démocratie. Il ne reste qu'à souhaiter que la prochaine équipe des sénateurs considère, configure et promeuve cette nécessité qui embrasse toute la vie des Camerounais.